Bienvenue. Chaque fin de mois, et bon là c'est en début de mois de novembre, mais voilà, on fait le bilan de tout ce qu'on a vu. La dernière fois, on a essayé une formule qu'on a essayé de retravailler un peu pour ce soir. Dibol TV, donc du coup, fut déjà mis le qu'est-ce qu'on a vu, qui est ici, mois de septembre. Et donc oui, merci pour le second tour, 9 jours que c'est en ligne, on a dépassé les 1000 vues, c'est la première fois sur cette chaîne. C'est notre toute première fois, comme dirait l'autre. Et ça fait quelque chose, c'est cool, alors j'espère que vous allez rester sur nous voir en live, que vous allez rester sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va tout simplement faire le bilan de tout ce qu'on a vu en octobre. Qu'est-ce qu'on a vu au mois d'octobre? Voilà. Apparemment tout le monde adore, mais moi je sais pas, j'ai dû passer à côté parce que j'ai trouvé ça moyen. Ok, next. On n'est pas loin du chef-d'œuvre, je commence à avoir un recul dessus qui fait que je peux affirmer ça. C'est trop bien. Killers of the Flower Moon, prenez du temps à le voir au cinéma, c'est là où vous aurez la meilleure qualité d'image. C'est mieux que la 4K. C'est trop cool, ça a l'air de rien, franchement, le titre paye pas de mine, d'ailleurs je comprends pas, enfin je trouve c'est un peu dommage d'avoir mis un titre comme ça, mais c'est trop bien, ça parle de plein de sujets super intéressants, pour les enfants c'est trop cool, notamment pour les enfants qui ont vécu dans des familles monoparentales, c'est trop bien. C'est un Pixar moi que j'ai vu pendant le confinement en me disant tiens c'est un Pixar mineur et en fait je me suis retrouvé à chialer à la fin comme je t'ai dit et en me disant mais non ça devait pas être un Pixar de fou alors qu'en fait c'est peut-être des meilleurs des 10 dernières années hein, vraiment hein. J'ai revu Armageddon Time, film de James Gray qui était sorti l'année dernière, qui était déjà dans mon top 2022 et en le revoyant ça me confirme que c'était pas juste une impression du moment, c'est vraiment un très très bon film qui est un peu dur à revoir puisqu'il y a quand même beaucoup de sentiments dedans mais quand même c'est très très efficace quoi. Regardez Armageddon Time, c'est trop bien. Next. Ah, les bonnes étoiles. Les bonnes étoiles de Koreeda, qui est le film qui est sorti l'année dernière de Koreeda, il en sort tous les ans j'ai l'impression. Super film, encore sur les thèmes de la famille, qui fait bien ses émotions mais qui est pas au niveau de Une affaire de famille, qui avait eu la Palme d'Or en 2018. Ça parle d'abandon de bébés et de trafic d'enfants, mais en fait c'est hyper doux, c'est hyper sympa. Ok, Carnifex, 2,5. Parce qu'il y avait plein de bonnes choses, mais au final, c'était un peu de mémoire, du déjà vu, et au final, ça assumait pas pleinement l'aspect un peu fun et décomplexé de ce genre de film. Ça prenait un peu trop le truc au sérieux, et du coup, c'était pas mauvais, mais c'était un peu moyen. Enquête sur un scandale d'État, film français qui est sorti l'année dernière avec Pio Marmaille et Roche Dizem, qui est un film sur une enquête qui s'est vraiment passée dans la vraie vie de Libération sur un barbouze qui fait passer sous le compte de l'État français des tonnes de drogue à travers l'Europe. C'est absolument prodigieux en termes de mise en scène, c'est pas pour tous les spectateurs parce qu'il y a quand même une espèce d'exigence comme ça dans la mise en scène auquel il faut quand même rentrer, mais par contre c'est du niveau, c'est un petit peu le Révélation à la française, Révélation de Michael Mann, si vous connaissez sur le scandale de la clope. Suivant. Ah, le règne animal. Le règne animal. On en a parlé un peu dans notre vidéo qui est sur YouTube, notre avis. 2 vidéos. C'est complet. Et oui, 2 vidéos. Mais moi, ouais, j'ai adoré et mon petit point et demi, je pense, vient surtout des thématiques qui me touchent particulièrement. Je pense qu'elles te touchent aussi, mais j'imagine que ça a fait ça a été encore un peu plus peut-être chez moi. Mais du coup voilà, en fait j'ai mis du temps à m'en remettre et j'ai qu'une envie, c'est de le revoir. C'est peut-être un des meilleurs films français de l'année, si c'est peut-être le meilleur, hein, je sais pas, à voir. C'est pas fini encore. Oui. Hein. Mais en tout cas, c'est dans le genre et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a réfléchi le genre et qui en a fait quelque chose de potable hein, en français, il faut le dire, hein, parce qu'il y a toujours des petites choses à regretter. Là, c'est 100% bien. C'est des thèmes actuels, c'est des thèmes qu'on partage un peu tous. Moi, si j'enlève le demi-point par rapport à toi, c'est juste que quand j'y repense, je me dis ça aurait pu aller encore plus loin. En fait, ça. Mais la marche, elle est tellement grande qu'il a passé déjà avec ce film-là que bon, on aimerait avoir un règne animal 2 limite quoi. Tu vois ? Oui. Voilà. Moi, je regarde pas mal de documentaires et notamment, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que France Télé fait des super documentaires. En tout cas, achète des super documentaires qui ensuite diffuse en général le jeudi soir dans un programme qui s'appelle La France en vrai.
Et La France en vrai, c'est quoi? C'est une sorte de striptease, mais fait de documentaires qui viennent de boîtes de prod toutes différentes. Donc t'as pas forcément toujours un truc sans commentaire. Des fois, il y a des commentaires par-dessus. Un de ceux-là que j'ai vu durant le mois d'octobre, c'est Au clair de la rue, qui parle de la chorale de SDF organisée par l'association La Cloche. Et en fait, c'est absolument d'une émotion incroyable. Ça se passe à Paris, ça dure 52 minutes. C'est trouvable sur France 2, leur plateforme de replay. Je crois que c'est France 2 Replay. Ouais. Je sais plus. Voilà, c'est super, c'est méga émouvant. Et en fait, ce qui est marrant dans ce documentaire, c'est qu'en fait, ils prennent chacun des clochards qu'il y a dans la chorale et ils leur font faire un petit numéro. Il y a des petits moments de clip où ils chantent une chanson. Ok. Voilà, qui racontent un peu leur histoire aussi. Mais c'est magnifique. Ah oui, Ouais. il faudra qu'on fasse une pause miniature aussi, ou peut-être on l'a déjà. Je sais pas. Ouais. Moi, je veux cette tête-là sur la Qui se ramasse à la pelle. Les feuilles mortes. Suivant, c'est 2. Parce que donc c'est un film d'exorcisme qui essaye un peu de changer un peu le genre et de le moderniser, mais au final c'est pas forcément très intéressant. Tu comprends assez vite la mécanique, ça t'emporte pas. Tu suis une femme qui travaille dans une morgue de nuit pour essayer de pas penser à un traumatisme qu'elle a eu. Et un soir est amenée une jeune fille qui s'appelle Anna Grace dans la morgue qui du coup a été possédée et du coup va commencer à tuer des gens alors qu'elle est censée être morte. Les intentions de base étaient plutôt intéressantes, mais au final, t'as pas vraiment d'attache, je trouve, pour le personnage, et ça, au final, c'est assez quelconque, quoi. Donc, d'autres documentaires qu'on trouve sur France Télé, qui sont pas que La France en vrai, mais il y a aussi beaucoup de documentaires sur la musique et la musique française, et je me suis rendu compte que j'ai vu 2 documentaires ce mois-ci, qui sont du même réalisateur, Philippe Colly, et qui a fait des documentaires sur Charles Trenet, et puis ensuite Brassens. Et ce qui est intéressant, en fait, dans les documentaires de Philippe Colly, c'est qu'en fait c'est toujours les artistes par eux-mêmes, c'est-à-dire il essaie de trouver tous les témoignages de l'artiste lui-même, plus peut-être de l'entourage mais pas trop, et les images d'archives qui sont toutes remasterisées. C'est fou comment c'est remasterisé, t'as l'impression que ça a été tourné hier, donc ça te permet en tant que spectateur de vraiment pas voir ça comme quelque chose de suranné, mais d'être vraiment dans pourquoi ces chanteurs en tout cas ont eu un succès aussi grand, quoi. Charles Trenet, L'Enchanteur, c'est pareil, c'est sur France TV Replay. Si vous aimez la musique de Charles Trenet et puis en connaître un peu plus sur ce phénomène international, la mer, quand l'on voit danser le long des golfes clairs. Esther 2, j'avais beaucoup aimé le premier film, c'était clairement un high concept, fonctionnait plutôt bien et qui était plutôt efficace. Et donc du coup c'est pas la suite mais les origines donc de Esther qu'on va voir dans ce film-là. Et c'est tout ce qui marche pas dans une suite préquelle, peu importe. C'est le préquel qui essaye d'expliquer tous les trucs inexpliqués du premier mais qui justement créaient de l'horreur. Et ben là on te les explique tous. Ce qui fait que ça marche plus, ça crée plus de l'horreur, enfin ça démystifie complètement le personnage. L'actrice qui a été reprise alors qu'elle a 15 ans de plus, et même s'ils ont fait pas mal d'effets d'optique pour la rendre plus petite dans les plans, etc., et pas utiliser de post-prod, ça marche plutôt bien, mais globalement il y a quand même un truc où elle ressemble plus à une enfant, quoi. Yeah, c'est ça. Et puis en plus le film essaye, il est dans cette mouvance actuelle, d'essayer de prendre des méchants et d'en faire des personnes qui ont l'air plus gentilles que ça, en fait, en ayant quelqu'un de plus méchant que ça encore à côté, pour qu'en comparaison il ait l'air gentil, tu vois. Bon, Esther 2, moi j'ai même pas vu le 1, donc... Next. Ah, Salade grecque. Salade grecque. C'est une super série, regardez-la. Elle est vraiment bien, moi j'ai tardé à la voir parce que c'est la suite de L'Auberge espagnole et tout ça de Cédric Lapiche, qui là du coup suit les enfants de Romain Duris. Et c'est super bien, ça traite vraiment des sujets d'aujourd'hui. C'est un pool de scénaristes jeunes qui a écrit cette série, donc on retrouve tous les thèmes, vraiment plein de thèmes que je m'attendais pas dedans. Le seul souci qu'il y avait Salade grecque, c'est que parfois c'est un peu trop court comme série, c'est 8 épisodes, c'est une mini-série, et du coup il y a des rebondissements où tu fais waouh, mais il leur arrive vraiment que des merdes, hein, tout le temps, quoi. Et ça saute du coq à l'âne un peu, mais je trouve ça trop bien. Salade grecque, regardez ça, vraiment, c'est très très bien. Alors, juste avant de changer, vas-y. Il revient. J'ai fait une Batman. Regarde là-bas. Next. Ah, jeu.
Ouais, jeu narratif de Supermassive Games qui a fait les Dark Pictures, on en verra un tout à l'heure dans la liste, qui sont des jeux narratifs où tu suis une histoire et en gros tu fais des choix pour les personnages et t'as quelques QTE à réussir dans le jeu pour avancer. Et tous tes choix ont des conséquences, c'est-à-dire que en fonction des liens que tu te fais avec les personnages t'aimes ou t'aimes pas, ça peut avoir des conséquences sur les différents événements et tu peux mourir, perdre tes personnages et le but c'est d'essayer de faire survivre tout le monde. C'est plutôt sympathique. C'est le défaut un peu avec le recul que je peux avoir, c'est que pour réussir à avoir les meilleures fins, il faut te retaper tout le jeu et du coup c'est un peu long, mais c'est un bon jeu à faire entre potes à plusieurs en soirée et en discutant en même temps, tu vois. Et en plus dans celui-ci précisément, ils ont simplifié les QTE qui sont un peu plus simples que dans les autres, donc du coup c'est plus accessible et c'est un peu plus agréable. Next. Ah oui, Donjons et Dragons 3,5, parce que comme j'en ai parlé à un moment pendant un live, c'est hyper fun en fait, c'est hyper amusant, c'est un bon blockbuster, c'est divertissant, en même temps tu t'attaches, l'humour fonctionne bien. J'avais envie de le remettre juste derrière juste pour revoir certaines scènes qui étaient juste plaisantes à regarder, quoi. Ah bah, on continue. En fait, j'ai mis 2,5 parce que ce serait malhonnête de dire que c'est nul, dans le sens où c'est quand même bien fait, c'est beau, etc. Mais la vérité, c'est que soit tu y vas pour avoir des références à tout va et c'est cool, t'as ce que tu voulais. Mais en vrai, si tu y vas pour une histoire et pour un univers, tu l'auras oublié 10 minutes après l'avoir vu, quoi. Parce que c'est les 2 premiers tiers du film, on va dire, sont divertissants avec des bonnes blagues et tout, mais c'est oubliable. Et le dernier tiers, c'est absurde, mais genre mauvais, quoi. C'est-à-dire que vraiment, les personnages ont des réactions débiles. C'est juste pour arriver sur un happy end forcé, mais et où vraiment on s'est regardé avec Lucie en mode, mais ça n'a aucun sens. À quel moment ça... Next. Ah bah tiens, j'en parlais. Bon, Brassens, je vais faire très rapidement. 3. Donc c'est le même réalisateur que tout à l'heure, Philippe Colli. Brassens par Brassens, c'est lui qui commande sa propre vie, entre guillemets, avec des images d'archives remasterisées assez folles. Et c'est marrant de voir qu'il était vraiment anarchiste en fait. Encore un comme ça. L'histoire est un peu plus intéressante que le précédent, The Quarry. Mais il y a toujours ce truc plaisant de découvrir le jeu pour la première fois, de voir les possibilités et de se dire putain, je vais le recommencer une deuxième fois parce que là je pense que je peux aller dans telle direction, faire ceci, etc. Et quand tu le refais une deuxième fois, là par exemple, on n'a pas encore fini le jeu, mais on a déjà 3 persos sur 5 qui sont morts. Et quand tu le refais et que tu arrives à les faire survivre, tu découvres de nouveaux pans d'histoire en fait. Et c'est ça qui est cool et qui fonctionne bien. Parce que généralement tu perds beaucoup de personnages la première fois. Donc c'est cool. Ah, The Creator, on est tous les deux dessus. The Creator, on a une vidéo YouTube sur laquelle on en parle longuement et c'est sympathique, la démarche est plutôt cool. C'est pas toujours parfait partout, mais c'est plaisant à voir. Avec le recul, moi, on l'a vu tous les deux tout début octobre, avec le recul d'un mois, je sais que la ride elle était cool, je me suis vraiment pas emmerdé, j'ai kiffé, et il y a même 2-3 trucs qui me restent. Mais ça s'oublie un peu. C'est pour ça que là je mets 2,5 la moyenne. Ça s'oublie quoi. Mais j'aurais grand plaisir à le revoir s'il repasse sur TF1 avec 4 coupures pub. Allez, next. Jeu d'enfant. 3,5. Parce qu'en fait ça se lâche, ça part dans tous les sens, ça s'amuse de son univers, ça crée un univers qui est cohérent à sa façon. C'est des films français tels que... C'est un peu dans la même vibe que Dupontel, en termes de créativité, de s'amuser de son univers, etc. Et j'ai passé un très bon moment. Ah bah voilà, je vais m'épancher. Et c'est du 4,5 carrément. On est vraiment dans un chef-d'œuvre moderne. Je l'ai revu. Alors que c'est un film que quand j'ai vu au cinéma, je me suis dit, waouh, la chape de plomb que je me suis pris. Ok, il y a plein de trucs dans ce film, il me plaît énormément, mais il est un peu froid, il est un peu machin. Et en fait, en le revoyant, je me suis dit, putain, mais je le regarde, je ne m'arrête pas. Il est encore plus fascinant. Et je pense que la 3e fois, il sera encore plus fascinant. C'est un grand moment de l'année. C'est un film qui était sorti tout début d'année, en janvier. Il faisait bien froid et personne n'allait en salle. Mais pour vous expliquer 2 secondes le résumé, c'est qu'on suit la dégringolade d'une chef d'orchestre surhumaine. C'est-à-dire en gros, elle a tout fait dans sa carrière, c'est la meilleure de la meilleure. Grande prof, grand chef d'orchestre, a révolutionné par 3 fois son métier, des trucs comme ça. Ça commence comme ça le film. Et en fait, tu vois sa lente dégringolade par rapport au pouvoir qui essaye de la gercler en fait. Parce qu'elle prend trop de place. Et elle, d'avoir des abus de pouvoir aussi, selon son milieu de la musique classique. Le titre irait bien avec Tar, c'est Anatomie d'une chute, parce que c'est vraiment une chute au ralenti. Tu vois petit à petit comment cette personne dégringole complètement de son statut. Et Cate Blanchett mais c'est à un niveau
pareil, stratosphérique quoi, la façon dont elle joue. Si vous voulez regarder Cate Blanchett engueuler une petite fille en allemand, faut regarder ce film. Pas que, y a plein de numéros dedans incroyables. C'est un film comme Killers of the Flower Moon, je pense que c'est des films qui vont être revus et re-revus pendant des années parce que y a beaucoup de choses à l'intérieur en termes de thèmes, mais quand tu le regardes, c'est une ride absolument cool. Et là pour le coup il y a un côté un peu film d'horreur qui se cacherait, tu vois. gros coup de cœur. Tard. Ok. Ah, je voulais le voir. Underwater, que je voulais voir depuis un petit moment parce que j'en avais entendu pas mal parler. C'était très chouette. C'est un film très référencé. Ça fait beaucoup penser à Alien, mais à toute la saga. Okay. Ça m'a fait penser autant au 4 qu'au 2. Ça m'a fait penser aussi à Gravity. T'as plein de plans inspirés de Gravity. Le côté un peu lent en apesanteur. Est-ce que c'est un film plutôt horreur, demande Memento? Plutôt angoisse qu'horreur, je dirais, parce qu'il n'y a pas vraiment d'éléments horrifiques, c'est plus l'angoisse des profondeurs, de pas savoir ce qu'il y a. Ça joue sur le fait qu'il voit pas plus d'un mètre ou deux en général. Okay. Et ouais, donc du coup c'est très très chouette. Globalement, c'est bien prenant, ça fonctionne bien. Kristen Stewart toujours très chouette. Les seuls défauts, c'est que tu sens qu'au tournage, ils ont tourné des choses sans avoir des éléments dans le fond. Et donc ça fonctionne, la caméra elle fait du shaky cam, elle part dans tous les sens, mais dès qu'il y a des éléments dans le fond, bah du coup c'est un peu flou, tu comprends pas ce que tu vois et ça fait des effets un peu bizarres. Et également la fin que je trouve un peu ratée. Là, je parle de la dernière minute vraiment, où je trouve que le propos est pas très intéressant et un peu dommage par rapport à ce que tout le film racontait. Donc je conseille, hein, c'est chouette. Ah, Démon. Film que je voulais voir depuis des années puisqu'il fait partie de ces nombreux films de série B voire série Z un peu cultes. C'est le fils de Mario Bava, je crois, Lamberto Bava. Mais comme vous voyez sur l'affiche, il y a Dario Argento en gros, parce qu'à l'époque il y avait le vent en poupe, donc du coup c'est comme Spielberg, dès qu'il y avait un film d'horreur, il pouvait mettre son nom dessus, même s'il était à peine producteur, troisième millier de voilà. Et qu'est-ce que raconte Démon? C'est là où ça me plaisait un peu comme point de départ. On est à Berlin, je crois, et sont invités un panel de gens un peu pris au hasard à une soirée pour une avant-première d'un film d'horreur. Et bien évidemment, ce film d'horreur parle de démons qui prennent possession de gens. Et bien évidemment, ça se passe dans la salle. Et après, ils essayent de sortir de la salle et en fait, ils peuvent pas parce que tout d'un coup, la salle elle est fermée. Donc voilà, c'est un film comme ça, très gore, mais du gore à l'ancienne avec des effets latex et tout ça assez incroyable. J'ai absolument adoré. Ça part dans tous les sens. On est dans les clichés les plus connus, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui va vous faire peur dans ce film-là. Quoique, 2-3 images avec les effets sanguinolents et gore qui peuvent créer des traumas. Sur le moment, tu vas rigoler ou tu vas te dire, mais j'y crois pas. Mais en fait, c'est tellement grossier que ça peut faire le contraire du coup. C'est absolument génial. Je suis impatient de voir le Démon 2, mais il était déjà un peu trop tard dans cette soirée d'Halloween où j'ai passé la soirée à chercher qu'est-ce qu'on pouvait regarder, puisqu'on était là. Ouais, mais on n'a pas envie d'être traumatisé. Ouais, mais en même temps, on n'a pas envie que ça soit juste drôle. Ouais, mais voilà. Donc du coup, on en est arrivé à regarder Démon. Super film à regarder en VF. Et c'est dispo sur Filmo TV, moi je l'ai vu sur Filmo TV. Slumber, qui s'appelle en français Parasomnie, j'ai pas trouvé l'affiche avec le nom français. 1,5. C'est pas terrible, c'est un sous Insidious de ouf, mais avec des intrigues rajoutées qui servent à rien, des personnages qui sont pas intéressants, et une conclusion un peu grotesque dont tu te fiches un peu. Alors que pourtant le sujet était de base et un peu en or, c'est sur les paralysies du sommeil. Et une jeune psy qui en gros reçoit une famille dont le fils a des paralysies du sommeil, mais du coup ces paralysies du sommeil entraînent des gestes bizarres chez toute la famille qui se met à faire c'est bien n'importe quoi, et du coup c'est là où ça part un peu en cacahuète. Donc c'est de la merde. Je dirais pas que c'est de la merde, mais c'est au final pas très intéressant, c'est très très oubliable. Ah ben voilà, et on a fini le tour. Speed rating dans les temps, hein. 1 heure de speed rating, 45 minutes à peu près. Sur ce, écoute, merci beaucoup. Ciao. Et oui. Et à très bientôt. La bonne soirée avec Ennio Morricone. Ciao.